I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Nous y sommes, vous y êtes, en direct de Montpellier Occitanie, c'est TCS, The Cinema Show, épisode 8. Et ce soir, il y aura de la victoire et de la défaite, il y aura du beau jeu et des coups bas, il y aura des stats et de la bagarre. Alors, si vous voulez voir des frog splash, des attitude adjustment, des Nelson et des gens expédiés par-dessus la troisième corde, vous êtes au bon endroit. Je suis votre animateur, Lucas Bernardini, et je peux d'ores et déjà vous le dire que ce soir, c'est le show, le plus chaud de tous les shows. Et sans plus attendre, on va accueillir non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien nos 4 chroniqueurs de la semaine. C'est un Fatal 4-Way qui s'annonce d'anthologie. Notre premier chroniqueur, il pèse 112 pounds pour 1m66. C'est le chef de tribu de The Cinema Show, l'homme de confiance, l'homme de famille. Fut un temps, il enterrait des gens, maintenant il enterre des carrières. Il est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. C'est Lucas Van Hacker. Ça va Lucas? Ça va et nous? Ça va fort. Et on accueille déjà notre deuxième challenger. Notre deuxième chroniqueur est une chroniqueuse. Elle fait pas moins de 1m66 elle aussi. Dès qu'elle entre dans une pièce, elle s'illumine de terreur. Mais elle est aussi redoutable qu'elle est bagarreuse. La dangereuse, la terrifiante, la pointue, Naomi. Ouais. Ça va? Ça va très bien. T'es prête? Je suis super prête. On accueille notre troisième chroniqueur. Notre troisième chroniqueur, son père est un voleur car il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux. Il pense que la gentillesse c'est le véritable punk rock. Il porte des slips magnifiques et je parle en connaissance de cause. C'est le champion poids lourd de TCS. Il pèse 143 pounds pour 1m72. C'est un visionnaire. C'est un révolutionnaire. C'est Hugo freaking Paccard. Bonjour, ça va? Je dégaine déjà ton imitation de Red Sun, j'adore. Et on accueille notre dernier participant. Et enfin, notre dernier chroniqueur, c'est la star des réseaux sociaux, l'ego personnifié. Il lit les émissions en avance. Oui Maxime, je te vois. Si vous êtes de droite, attention à vous, il risque bien de faire un tweet qui vous insulte. C'est l'étoile montante de The Cinema Show. Il est humble, grand, humble, partiellement drôle et humble. Il pèse 165 pounds pour 1m83. C'est Maxime Valette. Bonsoir à toutes et à tous. Tout en douceur. Évidemment, tout en douceur. Merci beaucoup. Et en régie, nous avons El Patron, Sti Señor Simon, ainsi que le vrai champion de cette émission, le grand et inarrêtable Yanis. Pour l'émission de ce soir, des matchs, des débats sur 3 films. Smashing Machine de Benny Safdie, Yoroi de David Tomaszewski, L'étranger de François Ozon. On aura aussi une carte blanche où on répondra à la question: l'utilisation de l'IA peut-elle être justifiée pour certaines œuvres? Puis on aura le quiz du humble Maxime Valette et les recos de la semaine. Je suis humble. On n'attend plus, on s'y plonge, on se lance dans ce programme alléchant et on commence par les news de Hugo. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Alors comme chaque semaine, on débute avec un petit mercato. Alors Hugo, qu'est-ce qu'on a au menu?
Oui, très bonne transition, Lucas, puisqu'on va parler d'un film sur la cuisine avec Charlize Theron. Ce nouveau projet de nommé Tyrant est réalisé par David Weil, co-créateur de la série Citadel sur Prime Video, a été décrit comme inspiré par Whiplash et Wall Street, mais dans le monde de la cuisine donc, et devrait donc voir Charlize Theron, qui produira également le film, à la place de J.K. Simmons, et une autre actrice encore inconnue à la place de Miles Teller. Ça sera produit par Amazon MGM, donc on ne sait pas encore si ça sera au cinéma ou sur Prime, mais moi, voir Charlize Theron en chef cuistot tyrannique, ça me fait super envie. Jeff Nichols sera aussi de retour. Eh oui, tout à fait, cher Lucas, après l'échec de son Bike Rider second dernier, le réalisateur de Tech Shelter prépare déjà son nouveau projet et celui-ci sera bien un film d'horreur avec un casting de rêve, accrochez-vous. Drew Starkey, Margaret Qualley et Michael Shannon. Le film est dénommé King Snake et sur l'histoire d'un jeune couple déménageant dans une ferme de l'Arkansas où ils devront affronter des démons réels et symboliques. On y parlera de bien contre le mal et de créatures fantastiques. Moi, ça me fait envie. Alors d'ailleurs, c'est pas la première fois que le réalisateur s'essaye à l'horreur, puisque pour rappel, il était attaché à Sans un bruit jour 1 avant de jeter l'éponge. En tout cas, là aussi, j'ai hâte de voir. Graou. Et oui, tout à fait, pour finir on part du côté du Japon avec le retour de Godzilla. Lato a confirmé cette semaine lors du Godzilla Fest, oui ça existe, la mise en chantier de la suite de Godzilla -1, Godzilla -0. Ça sera donc toujours écrit et réalisé par Takashi Yamazaki qui supervisera aussi les effets spéciaux. Et Lato vit une sortie mondiale en 2026. Pour l'instant aucune info côté scénario, même si on sait que les personnages humains de -1 seront de retour, et aussi Godzilla, et que cette suite aura une échelle bien plus grande et sera bien plus sombre. On peut aussi théoriser qu'avec ce titre, le film se situera en 1954, soit la même période que le film original d'Ichiro Honda. En tout cas, le tournage a apparemment démarré en août et devrait aussi passer par la Norvège et la Nouvelle-Zélande et aura recours, en plus des effets numériques, à des miniatures et plus étonnant encore de la suitmation, la technique employée sur les vieux films de Kaiju Ega qui consiste simplement à utiliser un acteur dans un costume de monstre. Tout ça confirme une vraie attention de Lato de reprendre en main son bébé après le succès international et inattendu de -1, qui avait carrément empoché l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2024. Qu'une chose à dire, ça fait envie. Est-ce que ces projets vous tentent ? Moi, ça me tente d'autant plus que. Alors, j'ai pas vu Godzilla -1, mais il est. Ouais, je sais. Il faut que je le voie. Tout le monde m'a dit qu'il était très bien. Et au fait, le problème, c'est qu'il est pas resté longtemps à l'affiche. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Non, il a eu une sortie. En gros, il a eu une sortie événementielle fin décembre. Et puis après, il a eu une plus grosse sortie sur 2 semaines en janvier. Mais il doit être quelque part sur Universiné. Il faut que je le trouve. Et j'espère surtout que du coup, ce nouvel opus aura une sortie qui sera peut-être un petit peu plus appréciable. Et, je pense qu'ils avaient été surpris pour -1. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et je pense que là, en plus, il a attendu parce qu'il a eu beaucoup de buzz, donc on peut s'attendre à un plus gros distributeur. Parce que c'est pas la première fois que les Japonais refont un film Godzilla de ces 10 dernières années, mais c'est juste que -1 a eu un succès tellement surprise. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand il l'avait annoncé, personne ne pensait qu'il passerait la frontière, tu vois. Oui, mais parce qu'en fait, il y a eu le Monsterverse aussi, on peut lui dire merci, et que Godzilla a repris un peu d'une aura. C'est vrai que comparé à Shin Godzilla, qui avait eu un succès d'estime, mais aucune distribution en France, Godzilla -1, c'était 2 ans après le Godzilla de Gareth Edwards aussi. Là, on est plusieurs années après, il y a eu plein de films Godzilla américains, donc c'est cool aussi que Lato reprenne en main le bébé, ils disent maintenant que c'est établi, maintenant on va faire un sauce, quoi. Et puis surtout aussi de voir qu'un film qui avait pas un si énorme budget arrivait à mettre à la masse un bon paquet de gros films américains qui eux avaient beaucoup plus de budget, donc clairement 10 millions de budget, on rappelle -1. C'est tellement peu. Et les autres trucs, ça vous tente pas? Si, Charlize Theron, pourquoi pas? Ah ouais, si, ça, Charlize Theron, ouais. Le Charlize Theron, oui, mais c'est un peu nébuleux, tu vois, c'est Whiplash en cuisine. Mais par contre, le Jeff Nichols, le pitch est super cool. Et le casting aussi est trop cool. Le casting est cool. Margaret Qualley, tu veux dire celle qui nous a fait un clin d'œil à Cannes. Celle qui nous a souri à Cannes, bien sûr. C'est parce qu'on était beaux, bien sûr. Mais elle l'aurait fait à Lucas aussi. Oui. Bon, écoutez, on va suivre ces projets dans les prochaines semaines. Apparemment, il y aurait du mouvement à la Warner. Tout à fait, Lucas, décidément tu es très perspicace ce soir. Merci. Alors, on va rentrer dans un dossier assez complexe, rempli d'économie, d'enjeux politiques et de termes techniques. J'ai moi-même pas tout compris, donc je vais essayer de faire simple, mais je vais pas pouvoir tout évoquer. D'autant plus que pour préparer cette news, j'ai dû créer un compte sur le site des Échos, ce qui me rend un peu de droite, j'ai un peu honte. Donc, en juin dernier, le groupe Warner Bros Discovery, issu de la fusion en 2022 du groupe Warner Media et Discovery, a annoncé étudier un projet de scission afin de séparer d'un côté ses activités liées au cinéma et au streaming, et de l'autre ses activités télévisuelles. Cette annonce a fait réagir dans l'industrie hollywoodienne jusque maintenant, puisque la semaine dernière, le groupe a annoncé avoir reçu plusieurs offres du groupe Paramount Skydance. Ces offres proposeraient soit le rachat total du groupe, soit juste les studios et les activités liées au streaming. Warner a refusé les 3 offres, jugées trop faibles, mais apparemment David Zaslav et ses équipes ne seraient pas contre une vente. Du coup, tout le monde y va de sa petite proposition, d'autant que racheter Studio sera un enjeu énorme.
Pour rappel, rien qu'en termes de licence, sans être exhaustif, Warner c'est Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, DC, Matrix, Mad Max ou encore le fameux Monsterverse rassemblant Godzilla et King Kong. Donc l'heureux élu qui décrochera le jackpot ajoutera un sacré paquet de licences à son tableau de chasse. Mais du coup, qui pourrait reprendre la Warner qui obtient aussi Barbie ? Et oui, 3 concurrents principaux se distinguent, et je vais donc vous les présenter. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est Paramount Skydance. Pour rappel, l'an dernier, le groupe Paramount avait été racheté par son partenaire Skydance, dirigé par David Ellison, qui est, surprise, un milliardaire proche de Donald Trump. Quoi ? Pour rappel, la Paramount a un peu raté son arrivée sur le marché de la SVOD avec Paramount+, et donc pourrait énormément profiter de la marque HBO et de sa plateforme HBO Max pour s'insérer de force sur un marché qui commence à bien saturer. Ce qui fait que cette offre se démarque des autres, c'est aussi qu'elle aurait les faveurs du locataire de la Maison Blanche qui cherche à insérer ses proches à Hollywood, un des derniers bastions démocrates aux États-Unis. La Maison Blanche a d'ailleurs étrangement annoncé que des petites failles dans la loi anti-monopole pourraient se débloquer pour ce rachat, de là à y voir un rapprochement. D'autant plus qu'à la Warner en 2025, malgré un PDG très conservateur, c'était aussi de beaucoup de productions anti-républicaines comme Mickey 17, Sinners, Évanoui, Superman ou encore le très récent Une bataille après l'autre. Mais depuis quelques jours, c'est un autre candidat qui est en course et pas des moindres. Et oui, le géant du streaming Netflix est désormais le candidat en pole position pour cette acquisition. Alors, Ted Sarandos, le patron du groupe, avait affirmé que l'acquisition d'autres sociétés ne faisait pas tellement partie de leur stratégie, mais bon, bouffer un studio centenaire, au final, il n'a pas tellement l'air contre. Cependant, le groupe ne rachèterait que les actifs liés au cinéma et au streaming et non pas les chaînes de TV. Netflix a pu accéder à des données financières de la Warner, une étape très très importante qui montre un certain avancement dans le processus d'acquisition, sauf dans le cas de la Saint-Etienne, mais ça n'a rien à voir. Et le dernier ? Alors, le dernier concurrent à ce rachat, c'est le groupe Comcast, propriétaire entre autres d'Universal, qui n'a pas vraiment formulé d'offre mais qui semble intéressé. Eux aussi cherchent à rentrer dans le monde du streaming puisque leur plateforme Peacock est un peu un four, mais c'est le candidat le moins sérieux de la liste. Ce rachat, il en rappelle un peu un autre, non ? Et oui, il rappelle énormément le rachat de la Fox en 2017 par Disney. Là aussi, l'enjeu économique était gigantesque puisqu'on a parlé en dizaines de milliards de dollars. Et là aussi, Comcast avait tenté de se positionner avant d'être doublé par le groupe de Mickey. Hollywood est en train de sacrément muter depuis ce moment puisque d'énormes conglomérats se forment. C'est un peu un battle royale, on se demande jusqu'où ça va aller. Surtout que la Warner a l'habitude de passer de main en main, non ? Pas qu'un peu, ce rachat pourrait être leur 6e fusion/acquisition depuis 2000, après Time Warner, AOL, AT&T et donc Discovery en 2022. Le studio traite une certaine instabilité depuis cette époque et ça explique énormément leur stratégie changeante. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table ? Tant qu'il y a des bons films. Ouais. Non, en fait, le problème, c'est que on paraît complètement perdu par rapport à ça. Déjà, parce que ne serait-ce que parce que c'est américain déjà. Oui, puis en fait les raisons de ce rachat sont assez obscures, mais on se devine que c'est pas du tout des raisons créatives ou c'est sûr. Des jeux financiers de j'ai acheté une société, je l'ai fait monter, maintenant je la revends, enfin c'est très compliqué quoi. Ça me ferait quand même bien chier que le studio à l'origine du Seigneur des Anneaux, des films d'ici et tout finisse par avoir que des productions chez Netflix. Ouais, mais moi ça me ferait chier si c'est Paramount, vu l'état de la Paramount actuellement qui va basculer à l'extrême droite. Bah bien sûr, mais finalement est-ce que vraiment on a un candidat qui donne envie ? Ah bah non, tu ça vois fait pas envie. Vraiment. Mais le rachat de la Fox par Disney, ça faisait pas envie. Ouais, c'est vrai, et ça nous a finalement offert des films plutôt bien. Ouais. Voilà, on a vu Predator ce matin. C'est vrai qu'on a vu Predator ce matin. Non, sinon vous en pensez à un autre ? Bah écoute, moi j'attends de voir s'ils seront rachetés avant la sortie du film Hello Kitty. Ouais, il y a des candidats pro-Trump et tout, mais il n'y a pas un candidat pro-Mamdani qui peut racheter. Alors Maxime, c'est des milliardaires, il y en a pas un. Wow, la ville de New York peut pas faire une proposition. Oui, alors c'est bien parce qu'en plus les studios Warner sont vraiment à Los Angeles à l'opposé. Bref, bon, on va suivre ça dans les prochaines semaines. 2025 n'épargne personne, un nouveau nom du cinéma vient de nous quitter. Blond, bouclé et toujours le sourire aux lèvres, c'est comme ça que le personnage de Magnus Macrinius Firmus voulait qu'on se souvienne de lui dans le dernier livre de Camelot, avant qu'il ne transmette le contrôle de la Bretagne à un jeune Arturos, futur roi Arthur Pendragon. Son visage et sa voix, tous les deux mémorables, c'étaient ceux de Tchéky Karyo, qu'on avait pu apercevoir dans bon nombre de films français comme étrangers. D'abord révélé par Jean-Jacques Hano dans L'Ours en 88, on avait aussi pu l'apercevoir dans Nikita, en méchant dans Bad Boys, dans GoldenEye, Amélie Poulain. Les visiteurs assidus de Disneyland auront également pu l'apercevoir dans le magnifique spectacle Cinémagique, joué au parc entre 2002 et 2017. Tchéky Karyo nous a malheureusement quittés cette semaine à l'âge de 72 ans, laissant derrière lui une carrière dont peu peuvent attester. Personnellement, c'est par 3 fois qu'il m'aura marqué, dans Camelot donc, mais aussi dans Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, en père nostalgique et haut en couleur. Ma première interaction avec lui fut comme beaucoup, j'imagine, dans La Cité de la Peur où il était Monsieur Jacques, le premier projectionniste assassiné. Alors, Tchéky Karyo n'était peut-être ni blond, ni bouclé. En tout cas, c'est avec travers des scènes comme celle-ci qui nous laissait toujours le sourire aux lèvres. C'est combien de l'hermine t'as acheté ? Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien ?
t'es mortel aujourd'hui. Mais ne change pas de conversation. Mais non, plutôt crever que de vendre la caravane. Je te dis que moi vivant, quoi? Quoi? Mais... Oh, attention chérie, ça va couper. Alors, quel rôle de Tchéky Karyo vous a marqué? Bah évidemment, là je revois, mais la Cité de la Peur, c'est incroyable et c'est peut-être l'un des meilleurs mèmes du film qui en est sorti, le combien qui est magnifique. Ouais. Mais après, c'est vrai que je le connaissais pas trop, mais le fait que avec la sortie des films qui étaient vraiment catastrophiques, j'ai envie quand même de m'intéresser à la série Kaamelott. Du coup, j'ai hâte de le découvrir dedans. Voilà. Ouais, il est vraiment à la fin par contre. Mais il est intéressant ce personnage parce qu'en plus, il est vraiment construit en miroir d'Arthur, de ce qu'il va devenir. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est un des personnages qui me fait beaucoup aimer le livre aussi. Ah, donc il fait des choses dans Kaamelott? Oui. Il fait? Oui. Oh mon Dieu! On n'est pas là pour parler de Kaamelott. Mais... pardon, excusez-moi. C'était la semaine dernière, Kaamelott. Tu vas te reprendre des gens sur le dos. Aïe. On fait un big up à tous les choufins qui nous ont insultés sur TikTok. C'est clair. Mais moi je trouve, tu vois, on avait discuté de la scène que tu devais mettre pour lui rendre hommage, et en fait maintenant qu'on l'a revu, je trouve ça génial d'avoir mis celle-là. Parce que, effectivement, même si c'est une scène où il se fait assassiner, donc ça peut paraître un peu macabre, en fait, c'est le meilleur moyen de montrer à quel point il avait une bonhomie. Enfin, il était génial, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup de rôles plus dramatiques, mais le fait d'avoir accepté ce genre de conneries, par exemple, ça fait que pour moi, c'est aussi quelqu'un de génial, quoi. Ouais, carrément. Et bien, écoutez, on souhaite de sincères condoléances à ses proches. Merci Hugo pour ces actualités. On passe maintenant au main event, les débats de la semaine. Et chaque mercredi, 3 films sont au programme de nos débats. The Rock contre Mary Poppins, Orelsan contre des yokai et Albert Camus contre François Ozon. Donc on va commencer par le premier film, Smashing Machine de Benny Safdie. Please welcome in his Octagon debut, Mark This guy is the best he has ever seen. What are you thinking at the beginning of the fight? It's simple. Am I going to hurt him before he hurts me? Come on, baby. Too much? Never. Too much? No. Winning is the best feeling there is. So I think It's 40,000 people and they're cheering you on. There's no other high like it in the world. Do you hate each other when you fight? Absolutely not. yes, there was a time I'm sure He has come back from the brink. Let's see if he can pull out a victory. I just need you to let me in. Always about you. Only about fucking you. Let's fucking go. I think he wants your autograph. Sure, no problem. No fighting. À la fin des années 1990, Mark Kerr, un champion invaincu de combat d'arts martiaux mixtes dans la Ligue UFC, domine la scène mondiale. Mais derrière les victoires se cache une lutte personnelle, dépendance aux antidouleurs, relations tumultueuses et quête de sens. Au casting, on retrouve bien sûr Dwayne Johnson en Mark Kerr, mais aussi Emily Blunt en Dawn Staples, Lindsay Gavin, Alexander Usyk, Ryan Bader, Bas Rutten, Satoshi Ishii, James Muntasri, Yoko Hamamura. Naomi, qu'est-ce que tu as pensé de Smashing Machine ? Alors, moi, j'y suis allée un petit peu à reculons parce qu'on m'avait vendu un film avec un personnage féminin très mal développé, très mal écrit, et en général, c'est des choses qui me rebutent. Et en fait, j'ai été très agréablement surprise, et plus que ça, en fait, j'ai beaucoup aimé le film, et j'ai trouvé que c'était absolument passionnant de voir cette prise de position qui était de montrer quel était le vrai combat de cet homme qui ne se passait donc pas au sein du ring, mais avec son addiction. Et bon, moi, c'est des sujets qui m'intéressent toujours, et donc j'ai trouvé ça
vraiment prenant de montrer une figure comme celle-là, comme celle de Mark Kerr, qui est dans la représentation, dans le public, dans le show, et qui, en fait, oui, a passé sa vie à combattre autre chose que ce qu'on pense qu'il a combattu. Et j'ai été très sensible à ça. Et donc, juste pour revenir sur le personnage féminin, en fait, le personnage féminin n'est pas mal écrit, il y a juste une prise de position qui est prise à son égard, qui sert le propos sur l'addiction, c'est-à-dire à quel point on peut se sentir très seul au point de rejeter les autres plutôt que de les accueillir vraiment, parce qu'en fait elle est beaucoup plus présente que ce qu'on croit, mais le film fait en sorte de la séparer. Maxime ? Non, je suis d'accord aussi. Alors, j'ai peut-être été un petit peu moins passionné par le film parce que le film, je lui reconnais beaucoup de qualités et quelques défauts. Qualité, déjà, je trouve que visuellement, c'est super beau. Ouais. Benny Safdie. Ouais, et puis c'est du A24, c'est classique. C'est du A24 et non, franchement, ça se voit que niveau visuel, c'est très travaillé. J'aime beaucoup. La bande son, pareil aussi. La bande son puis le son de manière générale dans le film, je trouve ça vraiment c'est les gros points forts du film. Je trouve que la performance de Dwayne Johnson il est très bon, même j'avoue avoir un petit regret. Alors toute la première partie du film, vraiment on ne voit que Mark Kerr, mais à partir du moment où il se rase les cheveux, on voit quand même plus un peu Dwayne Johnson et c'est un petit peu... Moi je suis pas d'accord. Non, mais voilà. Moi je suis pas d'accord. Parce que on en a parlé après la séance et moi je sais mais pas du tout, je l'ai encore moins reconnu quand il avait ses cheveux en moi. Moi je voyais que lui pour ça, mais par contre je loue quand même beaucoup de ses qualités. Potentiellement peut-être le défaut que j'aurais à ce film, c'est que ça reste quand même avant tout, c'est un milieu niche un petit peu, le milieu du catch, du combat, du MMA. Là c'est de la MMA du coup. De la MMA en l'occurrence, et c'est un milieu niche et donc évidemment c'est dur de faire adhérer des gens qui ne connaissent pas trop ce milieu, voire même qui ne le connaissent pas du tout, ce qui est mon cas. Moi je suis pas familier avec ce domaine-là et malheureusement en fait j'ai eu du mal à vraiment être emporté par toute l'histoire, par les personnages. Je suivais les intrigues, il y avait aucun problème là-dessus, mais j'ai pas eu ce sentiment de vraiment être emporté par le film et de vraiment me prendre une petite claque. Pour moi c'est un bon film, mais parce que je suis encore un peu trop étranger au sujet principal et à tout ce dont il évoque, je suis un peu laissé en retrait. Mais moi je trouve qu'ils introduisent bien le MMA, c'est-à-dire qu'ils t'expliquent bien ce que c'est quand même. Ils t'expliquent bien que c'est le Mixed Martial Art, tu vois. Ils te l'expliquent bien et puis t'as même la scène avec la grand-mère dans chez le médecin où il lui explique ce qu'il fait. Moi je trouve que même aux gens qui connaissent pas la MMA, je pense que ça peut ouvrir, ça peut intéresser. Perso, j'ai quand même trouvé ça un peu opaque. Perso, moi, j'y connais rien du tout en sport de combat, ça m'intéresse pas, c'est pas trop un truc que j'aime. Et là, j'avoue que je suis un peu resté sur le côté parce que j'avais l'impression aussi que le film est un peu écrit en anecdote. Et du coup, il y a des moments où ça saute d'un truc à l'autre et tu dis pourquoi on en arrive là ? J'aurais bien aimé savoir. Parce qu'au final, ce personnage, je sais qu'il a des addictions, je sais qu'il a des problèmes. J'aurais bien aimé savoir aussi d'où viennent un peu ses problèmes, quel est son rapport, enfin pourquoi il est tombé dans ce sport. Peut-être des trucs de biopic un peu plus classiques, mais sur lesquels on n'aurait pas trop insisté, mais qui auraient quand même servi à poser un peu plus des bases. Moi, je suis ressorti peut-être un peu plus dubitatif du film, peut-être un peu cynique aussi, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que ça reste quand même si c'est très différent de ce que fait The Rock d'habitude, ça reste The Rock qui fait sa promo cette fois sur un film à Oscar. Enfin, ça reste The Rock qui décide cette fois. Il faut que non, mais même moi, j'irai pas jusque là. Parce que là, tu dis que d'ailleurs, ça impressionne les gens. Ouais, il a de l'émotion et là, tu vas te dire, il joue en fait. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Voilà. Bon, moi, juste The Rock qui joue. Non, c'est pour une fois la première fois de sa carrière, il joue. Il joue, mais il joue bien. Oui, mais il joue bien, d'accord. Il y a une scène, particulièrement, il finit ça. Moi, personnellement, c'est ça. C'est la scène. Le premier combat. Oui, le premier combat. Le premier combat où il perd à une mauvaise faute. Il y a une faute. Et là, il m'a énormément marqué. C'est pas le mais j'ai perdu. Non, c'est. Il est un peu en révolte, mais il va sortir du ring, il va voir le mec qui organise. Il dit mec, il m'a tapé dans la tête. C'est un dernier, c'est un dernier. Et moi, il justifie, mais pas en colère. Il est triste. Et là, moi, il m'avait marqué à mort. C'est avant, il sort, j'ai pas perdu, ok. Et là, il sort, caméra en séquence. En séquence, ça arrive. Dans l'ascenseur, il est à l'autre ouverture, il y a les usinés, il sort, lui, il reste là. Il sort, il se remet, il va dans le vestiaire, et là, on le voit pas bien dynamique, il bouge dans tous les sens, et là, bam, il joue bien. Là, il pleure, là, il hack. Et là, on se dit,
Wow. Alors, il a maîtrisé tout le long l'émotion, jusqu'à avoir la larme, jusqu'à bam, rayé. Ouais, mais le moment où il pleure, il a la tête dans les mains et j'ai vraiment l'impression que c'est un cache-misère parce que son visage ça collait pas quoi. Non, mais il y a pas que le visuel et aussi non, parce sonore. que en fait, on te montre que c'est un homme qui est perpétuellement dans la retenue. Mais oui. C'est quelqu'un qui se retient de sortir ses émotions, qui est d'un calme olympien en toutes circonstances. Sauf face à une porte. Si vous êtes une porte, ne regardez pas ce film. En fait, parce que c'est pas le seul moment où il pleure dans le film, et surtout à chaque fois qu'il pleure, effectivement, il cache son visage parce qu'il a honte, parce qu'il a honte de sortir des émotions, parce qu'il ne le fait jamais dans tout le film. Il essaie toujours de rester placide, tu vois. Que ce soit face à ses amis, face à sa femme, alors effectivement à un moment il craque, face à tout le monde, il essaie de rester dans le calme et dans la retenue, et quand il craque, il a honte. Pour moi c'est ça, c'est pour ça qu'il se cache le visage, parce que quand il pleure face à son pote, c'est la même chose. La première chose qu'il fait, c'est prendre sa couette pour se cacher le visage, tu vois. Et je trouve que Dwayne Johnson, c'est un gars que j'aime beaucoup, à cause du catch, mais aussi parce que, mine de rien, ça me fait rire de le voir dans des blockbusters souvent, mais c'est un bon acteur. Moi j'ai toujours su que c'était un bon acteur parce que dans le catch, il a toujours été super, et le catch c'est de l'acting, mais il a toujours joué The Rock, en fait. Et là, quand tu connais The Rock, la preuve, par exemple, quand vous parlez de Dwayne Johnson, souvent vous dites The Rock. Mais sauf que The Rock, c'est un rôle, c'est pas lui. C'est son rôle, The Rock. Et là, tu vois jamais The Rock. Ça marche aussi grâce aux prothèses. Voilà, il a les oreilles en chou-fleur, alors qu'un des trucs très connus sur The Rock, c'est qu'il a les oreilles décollées. Là, il a les oreilles en chou-fleur. Puis, en fait, ce qui est super impressionnant, c'est que tu reconnais sa stature, mais tu reconnais pas son visage. Bah, niveau maquillage, ils ont assuré. Il a plus d'une vingtaine de prothèses. Il passait plusieurs heures de maquillage par jour. Enfin, 4 heures par jour. Visuellement, c'est sûr qu'il y a une vraie transformation. Sur du maquillage. Mais c'est pas si énorme, mais il faut se dire aussi que c'est. Ouais, et puis, pareil, un truc très caractéristique de The Rock, c'est ses tatouages. Ouais. Oui. Il a pas de tatouage. Et mine de rien, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et moi, j'aimerais bien ajouter que, pareil, moi, ce qui m'a marqué dans l'acting qu'il nous délivre, c'est comment il joue le mec camé. Mais ce regard à moitié endormi, et j'étais là, waouh. Parce que, alors je peux vous dire que j'en ai vu des films sur les gens qui prennent de la drogue. J'ai cru que t'allais dire j'en ai vu des mecs camés. J'en ai pris de la drogue. Non, mais et vraiment, il avait une façon de présenter ça que j'avais pas vraiment vu avant. Mais j'ai pas pris de drogue. faut dire quand même qu'effectivement il a évolué dans le milieu du catch à une période où tout ça c'était complètement banalisé. Mais donc il le sait, il sait ce que c'est. Donc forcément ça doit lui venir parce qu'il l'a vu. Mais du coup est-ce qu'il l'a vécu, je sais pas, mais en tout cas il l'a vu. Mais du coup ça fait un jeu sur ce plan-là très naturaliste, et moi ça j'ai beaucoup apprécié. Et pardon, je change un tout petit peu le truc. Je sais pas si c'est du spoil ce que je vais dire, mais au cas où je mets des barrières. Mais moi, ce qui m'a aussi beaucoup touchée sur le film, c'est qu'il raconte l'histoire d'un perdant. Ouais. Et ça, enfin voilà, ça mérite quand même d'être dit dans le milieu du sport où la seule chose qui compte c'est de gagner. Là, on nous raconte l'histoire d'un perdant parce qu'il a gagné, mais on le voit pas. En fait, on le voit jamais gagner. En fait, on le voit avoir sa streak de victoire au début. Mais très court. C'est très court et on le voit perdre, mais parce que il y a un désaxement du combat et de la victoire. Et moi, ça m'a vraiment touché, quoi. Il y a Hugo Bourges qui dit dans le chat, elle a aimé le film, c'est un miracle. Et oui, je sais, c'est un miracle. Lucas, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Non, mais après, il y a aussi le travail sur Denis Safdie, je l'ai entendu dans la conférence à Venise, où il parlait de son travail sur la musique et la scène. Il est arrivé en écoutant énormément la musique, on le remarque. On en parlera après. Mais il y a aussi une autre scène, on a peu parlé de Emily Blunt. Waouh, elle fait face à Dwayne Johnson. Emily Blunt est super impressionnante aussi. Il y a une séquence, une séquence qui arrive vers la fin. Oui, ils jouent de Bruce Springsteen. Il y a la musique de Bruce Springsteen. La séquence de la salle de bain. Oui. Vous voyez, là on se dit. Mais cette séquence m'a mis dans une angoisse. Mais moi je regarde la scène, je vois ce qui se passe et j'ai la bouche ouverte, j'ai même crié dans la salle, j'ai alors sans spoil, le moment où il la tient dans les bras, c'est les frissons que ça m'a donné. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on ressent qu'il est ri avec la musique. Tellement c'est maîtrisé, on ne ou. Et on va revenir sur My Way. Moi, c'est sa chanson préférée. Des belles musiques du monde.
interprété par Frank Sinatra, et là ils ont mis la version de Elvis Presley. Qui est une adaptation de Claude François à la base. Oh, c'est ça, oui. Je pose des anecdotes. C'est lui le mec qui fait la délo. Allez. Non mais il a raison Hugo de rappeler les classiques et sur le fait que c'est français, pas mal. Ouais, c'est français et surtout en plus elle est meilleure la version de Claude François. C'est vrai. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais voilà, moi je trouve que la séquence de My Way c'est vraiment une grande mise en scène, grande montage sur l'émotion, sur la teneur. Et non, moi cette scène elle va rester peut-être pour moi l'une des meilleures scènes de l'année pour moi. Et la scène de la salle de bain, c'est vraiment le moment où on comprend l'importance du personnage d'Emily Blunt qui jusqu'ici, en tout cas pour moi, c'était assez flou. Et en fait c'est devant cette scène je me dis ok ça y est j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi elle est écrite comme ça. Et ben je pense qu'on vous encourage quand même à aller voir Smashing Machine, au moins parce que peut-être qu'il aura sa petite place aux Oscars. Hein. Oui, je pense. Oui, non, je pense parce qu'il a été fait pour ça aussi. Hein. Il sort en octobre, c'est pas pour rien. On va rester avec notre ami The Rock, parce qu'on va avoir notre première pause musicale. Donc The Rock, le gros caillou, The People Champ. On va écouter sa musique d'entrée. Alors, est-ce que vous pouvez sentir ce que The Rock est en train de préparer? If you smell what The Rock is cooking. Vous êtes bien de retour sur The Cinema Show et on va continuer les matchs de la soirée en parlant de l'adaptation de l'inadaptable, le défi relevé par François Ozon, l'adaptation de L'étranger d'Albert Camus. Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. Tout d'abord, regrettez-vous votre acte? Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément? Moi aussi, je me demande parfois si je t'aime. T'es bizarre, pas comme les autres. Monsieur
Monsieur le Président, Meursault est innocent. C'était un accident? Avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer? Mais l'avez-vous vu qui ne pleurait pas? Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Meursault, un jeune homme d'une trentaine d'années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau, puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès, vient perturber son quotidien en l'entraînant dans des histoires louches, jusqu'à un drame sur une plage sous un soleil de plomb. Au casting, Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lautin, Denis Lavant, Swan Arlo pour 20 minutes à la fin, Christopher Malavoy, Nicolas Vaud, ou encore Jean-Charles Cliché. Maxime, quel est ton avis sur l'étranger ? L'étranger, pas les étrangers, Maxime. Allez, la sauce. Moi, j'adore les étrangers et j'adore aussi l'étranger. Moi, j'ai plutôt apprécié mon visionnage. Alors, je n'ai absolument pas lu le roman dont il est question, donc je ne connaissais absolument rien de l'histoire. Il n'est jamais allé au lycée, faut préciser. Alors, j'ai été au lycée et je l'ai pas lu non plus. Après, moi, j'ai fait une terminale L, donc. Moi aussi. Mais nous, on nous a pas fait lire L'étranger d'Albert Camus. Non. Voilà. Bon, on m'a fait lire Les Montagnes Hallucinées. Et moi, c'était La Princesse de Clèves. Voilà, c'était bien chiant. Après, mais ça, c'est en France, c'était au programme en français. Moi, j'ai bien apprécié le film. Déjà, je trouve qu'au niveau de l'image, je pense que ça a été énormément réfléchi, que le film a été en noir et blanc, parce que je trouve que le contraste au niveau des ombres et toutes les nuances de blanc, de gris et de noir sont superbes. Je trouve que ça rend extrêmement bien à l'écran. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Donc visuellement déjà le film est beau. Et puis je trouve que la perf des acteurs se vaut aussi. Je trouve que les acteurs sont vraiment bons avec... Et ça, franchement, j'insisterai jamais assez. Pierre Lautin, putain de merde. Pierre Lautin qui n'est pas dans le même film que les autres, mais j'en reparlerai. Mais alors oui, il est pas dans le même film que les autres, mais qu'est-ce qu'il est drôle et à chaque réplique. C'est Pierre Lautin en fait. Oui, bon voilà. Mais je trouve qu'il fait mouche à chaque fois et je trouve que vraiment dès qu'il arrive, il crève l'écran, il arrive à donner un putain de smile. Je suis d'accord, mais est-ce que en fait, moi j'ai pas lu le livre non plus. Mais le truc c'est j'ai l'impression que c'est pas ce que ce personnage est censé être. Ah, je confirme. Parce que effectivement, je suis d'accord avec toi. Il est drôle et à chaque fois qu'il est là, on se marre quoi. Parce qu'il est dans un autre film, comme a dit Hugo. En fait, il est dans un vaudeville. Et c'est très et c'est hilarant parce que Pierre Lautin dans un vaudeville. Moi, je dis oui tous les jours. Ah oui. Mais c'est juste que du coup, mais pas dans l'étranger. Ce n'est pas ce qui est censé être ce personnage. Moi, encore une fois, je parle pas en connaissance de cause. Moi, je parle du principe que je vois un film sans avoir vu de roman et en partant du principe que ça n'adapte pas le roman vu que je ne l'ai pas vu. Et moi, si je me base uniquement sur ça, je trouve que le film en lui-même est un très bon divertissement et moi, j'ai beaucoup apprécié mon visionnage et mon revisionnage d'ailleurs vu que je l'ai vu 2 fois. La première cérémonie, la première fois que je l'ai vu, c'était la cérémonie au Cinémed et le film avait plutôt divisé, j'ai l'impression. Je pense que j'étais quasiment le seul à l'avoir vraiment apprécié et on avait Simon par exemple. Simon avait littéralement dit mot pour mot qu'il en avait strictement rien à faire, il s'en battait les couilles totales du film. Alors vas-y Naomi. Merci. En fait, faut quand même comprendre. Bon, moi j'ai lu L'étranger et ça fait vraiment partie de mes bouquins préférés, tout ça. Quand on regarde ce film, on comprend que François Ozon ne sait pas à qui il s'adresse. Il ne sait pas s'il s'adresse aux gens qui ont lu L'étranger ou s'il s'adresse aux gens qui n'ont pas lu L'étranger. Est-ce que ça a coupé? Non, tout va bien. Ok, d'accord. Ou s'ils ont... Voilà, s'ils s'adressent aux gens qui n'ont pas lu L'étranger. Et alors, j'aimerais revenir sur un truc parce que tu as dit, oui, le noir et blanc est très travaillé, des trucs comme ça. Alors... sache-le, dans le livre, il y a vraiment une notion de la chaleur qui est très présente et notamment de la couleur en fait. Donc c'est vraiment une prise de position particulière parce que quand tu lis le livre, en tout cas moi, les images que j'en avais, c'est vraiment des couleurs chaudes qui viennent se placarder sur le visage de Meursault, qui le font suer. Et là, on se retrouve avec un film en noir et blanc avec du coup une couleur qu'on ne voit pas, alors qu'en fait cette couleur aurait dû être, parce qu'on n'imagine pas l'histoire en noir et blanc. Alors ça c'est juste pour l'image, mais juste, faut quand même juste dire les termes pour ce film, c'est un film profondément prétentieux. Vraiment, Ozon, redescends de ton estrade. Ozon. Mais juste redescends de ton estrade parce que vouloir adapter L'étranger, c'est de toute manière profondément prétentieux et le film, il est prétentieux. Ce qui donne lieu à des scènes où
clairement c'est lui qui les a ajoutés. On te voit. Il faut dire que le film ne s'ouvre pas sur aujourd'hui maman est morte parce que c'était inadaptable. En fait, c'est si drôle la façon dont il l'amène. Oui, c'est vraiment. Il fallait que je le mette. Oui. Non mais oui, voilà. Non mais le film s'ouvre sur des images d'archives de la colonisation de l'Algérie et tu te sens vraiment que c'est Ozon qui essaie de se réapproprier un message qui n'était pas si évident dans le bouquin pour essayer d'y mettre un filtre moderne. Oui, mais tu m'en avais parlé, mais tu vois, c'est pas genre le premier truc qui sort quand tu lis l'étranger. Si, enfin oui et non, dans le sens où quand le livre s'appelle L'étranger. Enfin, oui. c'est par son titre même, c'est une critique du colonialisme. Et moi, c'est ce que je vous avais dit, c'est accuser Camus d'être pro-colonialiste ou de pas en faire la dénonciation, c'est comme dire de Nabokov qu'il est pro-pédophile quand il sort Lolita. Ça n'a aucun sens. Et il faut juste avoir lu le bouquin pour le comprendre. Et là, Ozon, il appuie, mais vraiment, il martèle, quoi. Il enfonce la porte ouverte avec ça, avec des scènes qui sont, je suis désolée, mais malvenues et ridicules, qui n'existent pas et qui, du coup, sont très mal écrites. Sans spoiler, il y a des personnages qui se retrouvent avec des noms alors que ça faisait du sens qu'ils en aient pas à la base, en fait, parce que c'était l'idée qu'on s'intéresse pas à eux, quoi. Bah oui. Non mais après, vous avez pas senti ce nez, vous faisiez chier littéralement. Ah non, mais on se fait chier. Et puis surtout, la fin est très longue aussi. Moi, la fin tire. Je me suis, Ozon, mais il m'a assommé. Tellement, il partait dans la télé. Les acteurs, non, je l'aime bien, donc ça allait. Moi, le dernier Ozon avant, quand vient l'automne, waouh, j'ai adoré. C'était bien quand vient l'automne. Moi aussi. Celui d'avant encore, Mon Crime était très bien aussi. J'ai pas lu le roman, hélas, mais ça ne me donne pas envie de lire le roman. Et après, le noir et blanc peut-être justifier le fait parce qu'il a pas de sensibilité. Oui, mais en fait, pardon. Mais je sais pas, tu vois, non, mais dis-moi. En fait, c'est juste que justement, le principe de la couleur dans le film est important parce que c'est censé, enfin, dans le livre, c'est censé créer une différence avec Meursault, avec le fait qu'il est complètement insensible. Donc vraiment le détacher du monde complètement. Là, il est placardé à l'écran exactement comme il est. Oui, mais après, je sais pas si on peut aller dans une interprétation. Mais moi, je la comprends, ton interprétation. Non, mais c'est une nouvelle. Ok, d'accord. Mais ton interprétation sur les couleurs et les émotions, je suis d'accord. Je trouve ça a du sens. Mais si tu peux donner une couleur à ton émotion. Non, mais je voulais savoir si vous avez eu ce sentiment que le personnage principal, est-ce qu'il a pas des attirances envers les hommes vu les plans sur l'Algérien, sur les essais, je vois ce que tu dis. Au moment, il y a Swan Arlo. À la fin, Elisabeth Borne, si je peux me permettre. C'est vrai. Il y a Swan Arlo qui lui demande est-ce que je peux vous embrasser? Et là, il recule, et là, enfin, alléluia, le mec parle, il gueule, et il parle, enfin, il communique. Et là, on trouve étonnamment une moindre émotion. Mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je l'avais pas vu et en fait, ça justifie quelque chose qui est la façon dont Ozon filme. Comment elle s'appelle l'actrice, pardon? Rebecca Gardner. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est amoureux de Rebecca! C'est terrible parce que déjà dans Mon Crime d'ailleurs. Parce qu'en fait, dans le livre, Meursault, il en a rien à foutre de Marie. Mais c'est pas une vanne. Il en a rien à foutre. Il y a le texte qui dit quelque chose et la caméra en dit une autre. Mais oui. Et donc c'est comme si Ozon avait voulu justifier ce manque d'attirance de Meursault pour Marie dans le livre parce que tu es en train de dire le fait qu'il y aurait potentiellement une attirance pour les hommes qui en fait dans le livre n'existe pas. À nouveau, ça n'existe pas. Mais parce que lui, Ozon, il est en mode waouh, regardez comme elle est belle, je suis tellement amoureuse d'elle, je fais des plans où elle est extrêmement jolie et très sexualisée. Et Meursault, il le pousse en fait à être attiré par elle d'une manière qui n'existe pas dans le film. En fait, il veut juste trop donner de sens à l'étranger, quoi. Oui, non, mais surtout, il essaie de donner du sens qui n'existe pas. Moi, vous avez pas parlé pour moi de l'éléphant au milieu de la pièce, c'est ces dialogues. Je déteste. Je déteste quand dans les films on prend des dialogues issus texto des livres parce que si ça marche en bouquin, ça ne marchera pas dit par des gens en fait. Et du coup, là, on a juste l'impression de voir le spectacle de fin d'année de la classe de CE2 de Saint-Julien-Molin-Molette et ils sont pris d'étrangers et c'est affreux parce que ils récitent tous leur poésie. Sauf que quand c'est des élèves de CE2, je peux le tolérer, mais quand c'est François Ozon, un peu moins, quoi. Moi, je veux revenir quand même sur la scène avec Swan Arlo. Je trouve qu'elle est très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette scène, notamment pour son. Toi, t'es toujours à contre-courant. Non, mais voilà. Moi, je vous le dis, je pensais que le film n'allait pas du tout me plaire, et au contraire, moi, j'ai beaucoup apprécié le film, notamment parce que la scène finale, au fait, c'est un message anticlérical, et je trouve qu'il est fait de. Lis le livre, en fait. Il est fait d'une très bonne manière. Alors, peut-être que j'irai lire le livre. Oui, en fait. Ça fait partie de ces rares films où ça me donne envie de lire les livres, et franchement, faut réussir. On va peut-être dire aux gens d'aller
aller lire le livre. Oui, juste vraiment. On va passer au prochain film. Parce Pardon, que là. Ouais, je suis désolée. Juste, en fait, le film, il est bien parce que l'histoire est bien et l'histoire, c'est le livre, donc allez lire le livre. Voilà. Tout à fait. Eh ben, allez lire le livre et on va passer au troisième film de cette semaine. Yoroi de David Tomaszewski. C'est très compliqué à dire. Mais comment on en est arrivé là? T'as pas aimé ce soir? Si, c'était incroyable. Une fois que c'est fini, est-ce que les responsabilités, les galères... Elle est parfaite. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin. J'ai jamais été aussi heureux, je crois. Oublie-moi. C'est un puits? En tout cas, faudrait le couvrir avant que quelqu'un tombe dedans. Et par quelqu'un, j'entends toi. Ah, genre, c'est toujours moi qui tombe dans les puits. J'ai trouvé une armure. Je suis coincé dedans. On me cherche pas, j'ai déjà essayé, ça s'enlève pas. この日の本には多くの神話や伝説が全国至る所に残っています。そこから本当の地獄が始まった。切り裂かれ、殴られ焼かれ。お前は深みにはまった。Peut-être qu'elle est inoffensive et elle veut juste me lécher. Faut que je les affronte seul. Non mais attends, t'as commencé les arts martiaux à 32 ans. On a dit qu'on affrontait les galères ensemble. Puis vraiment, objectivement, t'es nul en baston. Ouais bah ça va, j'ai compris cette partie-là. Ton armure, elle a des pouvoirs? Non, elle a pas de pouvoir. Elle me protège même pas très bien. Do you think it's real? What do you mean by real? J'en ai marre, je crois, de te voir jouer les chasseurs de Pokémon. Moi, je me voyais plus en chevalier du Zodiaque. Tu veux que tu kiffes? Donc là, on est vraiment en train de se préparer pour affronter des démons. Mais pourquoi t'as appris ça? Je me fais toujours avoir par les trucs à la caisse. Le synopsis, c'est qu'après une dernière tournée éprouvante, Orelsan décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les yokai. Rien à voir avec Yokai Watch, bien entendu. Au casting, on retrouve donc Orelsan, Clara Choi, Skred, Ablai, c'est très drôle de dire ça, Kazuya Tanabe, Alice Yanagida, Yoko Narahashi et Hiromi Komorita. Attention, je suis très fort avec les noms japonais. Lucas, ton avis sur Yoroi? Je ne m'attendais pas à ce divertissement assez agréable, très drôle. On va être deux à le défendre. Deux et demi. Mais moi, j'attendais beaucoup pendant la séance l'apparition des monstres. J'ai essayé vraiment au maximum de rien voir de bande-annonce. Et maintenant, les apparitions de monstres, je me suis dit, il y a une forme artistique plaisante et volontaire, que j'ai remarqué personnellement. Et c'est très, très divertissant. C'est un film qui ne veut pas se montrer comme tel, mais moi je trouve que c'est un bon film de dimanche. Après, il y a des défauts. Désolé, Lucas. Mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de défauts. Il y a le côté un peu moi, qui, comme on en avait parlé, qui m'avait un peu. Voilà. Mais après, ils essayent de faire des décors, d'aller dans l'esprit. Par exemple, Orelsan, à chaque fois, il voit des choses extrêmement mauvaises. On rentre dans son corps pour aller. Comment on a dit le mot? J'ai oublié le mot. Toutes ces angoisses. Toutes ces angoisses. Donc, la manière de montrer ces névroses et ces angoisses, vraiment artistiquement, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais à part ça, par exemple, la fin m'a énormément marqué par le côté un peu. Ils ont fait 3 décors. Vous voyez le décor avec la voiture en l'air, un décor de fou. En fait, ils le montrent une fois pour un peu faire un côté explicatif.
Et après, ils sont obligés de réutiliser les décors dans la scène de combat finale qui est lent. Et ils réutilisaient en disant allez, on a fait un décor, c'est quand même confiné. Donc on va la remettre le décor. C'est pas, j'ai trouvé ça un peu long. Il veut raconter, mais en soi, je suis sorti avec un peu de smile. Hugo on va faire Naomi en dernier. Après Naomi. Oh mais non mais je sais bien, j'aime bien les nanars, mais bon avec modération quand même. Non il a raison. Ah non mais je sais pas, je suis désolé, mais pour moi il y a des trucs. En fait tu m'as dit oui effectivement c'est un scénario d'animé, mais du coup il y a une bonne raison pour laquelle ça marche pas en live, c'est que c'est un scénario d'animé. Et du coup de mettre un double maléfique qui fait je suis trop méchant, je suis trop edgy, je déteste la vie, on vit dans une société. Mais ça le coup de on vit dans une société, je suis désolé mais je le dis clairement, vous l'acceptez vous quand c'est d'autres artistes. Quand c'est des artistes qui vous touchent, le coup de on vit dans une société, oh là là, la politique, oh là là, la société, vous l'acceptez dans non, on l'accepte quand c'est bien dit. Quand c'est pertinent. Mais là, non, c'est en fait, non, mais surtout que je sais pas, genre derrière je trouve il y a des bonnes idées, on va aller chercher. On voit que Orelsan il a une enfance des années 90, donc il va chercher toutes ses refs. Il y a des refs qui font traiter les chats, Razmoket, ce genre de choses. Mais au final, et je loue le fait que les yokai soient faits en effet pratique avec des costumes parce que c'est trop cool. Mais en fait j'ai du mal à rentrer dedans déjà parce que je suis pas. J'aime bien Orelsan sans plus, mais en fait, du coup, je suis pas dans son univers, quoi. Du coup, moi, je suis resté complètement dehors. Si t'es pas du tout proche de l'univers d'Orelsan, tu t'en branles de ce film. Et donc, je finirai en disant que moi, je pense que la Terre est ronde pour une seule bonne raison, c'est qu'après avoir vu ce film, je voulais être à la maison, moi. Maxime. Elle est très bien. Maxime. Ouais, alors, moi, je vais pas être si dur que ce que peuvent être Hugo et Naomi, alors qu'on a vu le film tous les trois, mais je vais pas être si complaisant que ce que pouvaient être vous deux, les Lucas au carré. Moi, j'ai trouvé que le film a du mal au début à partir un peu. Je l'ai vraiment pris comme une comédie, ce film. C'est une comédie. Et c'est une comédie, voilà. Oui, alors, c'est pour ça que je dis, j'essaye de le prendre comme une comédie, parce que le début, vraiment, j'avais du mal et je me dis, bon, faut quand même qu'il arrive à me faire quelque chose. Et plus on avance et plus le film, ça y est, il commence à prendre un peu. Il y a des trucs qui sont très drôles. C'est pas trop un spoil de dire, mais il y a un yokai qui est une triple fusion entre des personnalités politiques françaises. C'est à putain de mourir de rire. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est censé être sérieux et que ça l'est pas en fait. Alors bien sûr que non, c'est pas censé être sérieux. C'est pas censé être sérieux, c'est débile. Le gars il voit un extrait de 2 minutes sur des politiques françaises sur une télé au Japon et le truc ça devient un fantôme et tout, mais c'est trop drôle. Quoi, le mix de Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon est pas sérieux ? Non, bah non. C'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est Jordan Bardella, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Excuse-moi d'avoir Jean-Marie Le Pen. Confondu les fascistes. Oh, c'est tout mince. Mais voilà, et pareil, dès qu'il arrive à Paris pour essayer d'affronter son double, la scène de baston, elle est débile, mais qu'est-ce qu'elle est drôle. J'ai vraiment ri premier degré devant cette scène de baston. Et après, le film sur la fin commence à s'essouffler à nouveau et je me dis putain non, il y avait enfin un truc, ça y est, je commençais vraiment à rire premier degré sans forcément avoir des trucs qui étaient un peu forcés par le dialogue et tout, et je me dis ça y est, et non, et ça, et là, ça retombe. Et ouais, dégueulasse. Puis on en parlera après. On va, ouais, c'est le problème, ça aussi, c'est que visuellement on sent qu'il y a quand même certains plans, ça pue l'IA à mort et c'est trop dommage, quoi. Il y a un truc que j'ai trouvé stupide dans le film. Je suis désolé. Moi, à part le truc des yokai, je l'ai pas vu l'IA. Pardon ? Ouais. Ça se voit un peu l'IA. Ouais. Il y a à part les yokai du bouquin là, qui reviennent à la fin et que ça se voit que vraiment que c'est de l'IA. Mais par contre, je salue aussi ce qu'avait salué Lucas, notamment les petits décors qu'ils ont fait, notamment pendant les scènes de baston. La petite Peugeot 106 qui est accrochée tout en haut. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est les voitures. J'aime bien les voitures. Il y a un truc que je trouve débile. La femme d'Orelsan est donc dans ce film enceinte jusqu'aux yeux. Elle est sur le point d'accoucher. C'est dit texto dans le film. Elle fait des arts martiaux, elle prend l'avion 2 fois, elle se bat, elle fait des trucs de fou furieux. Et oui, c'est vrai que ça c'est choquant. Alors que les yokai et l'armure trouvée dans le puits, ça c'est si réaliste. Et d'ailleurs le double d'Orelsan qui arrive à Paris qui fait des tacs, c'est tellement réaliste. Moi c'est positif, mais c'est juste que tu te plains que c'est pas réaliste alors que le film n'a aucune envie d'être réaliste. Oui d'accord, mais il y a aussi des trucs qui sont logiques et c'est juste qui reposent sur ta perception de la réalité qui genre tu vois, il y a des choses que je peux accepter dans un film, d'autres non, parce que c'est juste il faut quand même se raccrocher à quelque chose de concret. Le film il n'est pas direct dans un univers fantasque, il le passe petit à petit, tu vois. Le fait qu'ils agressent et qu'ils veulent, pardon, laisse parler Naomi. Le fait qu'ils veulent agresser un journaliste du JT de TF1, c'est très drôle aussi. C'est très drôle. Non, c'est France 2.
Alors, c'est France. c'est de la housse. Ouais, ça y est, c'est à moi. Oui, vas-y. C'est à moi. Ok. Moi, j'avoue que quand j'ai été voir ce film, je ne m'attendais pas à voir Aurel Slim Shady. Mon Dieu, j'étais là quoi? Ça y est, il va nous refaire Saint-Valentin. J'étais comme une folle, tu vois. Je vas-y. Non, c'était horrible. C'était juste horrible. Non, on a commencé à aborder le thème de l'IA, mais honnêtement, mais les catastrophes. Je me suis sentie comme Kasparov devant son premier combat avec Deep Blue. Je me suis dit, en vrai, on a encore peut-être quelques années. Namnam est très énervée dans le chat. Qui? Namnam est très énervée dans le chat. Parce qu'elle dit que vous aimez les films américains où ça se tape, mais par contre, les films français... Ah non, pardon, hein. Les films américains, ils savent faire les gens se taper. Oui. Quand c'est Orelsan, il sait pas faire. Et d'ailleurs, j'ai juste besoin de dire un truc. En général... il y a une raison pour laquelle les artistes ne font pas eux-mêmes de retour sur leur carrière ou parlent eux-mêmes de leur art de manière bien, parce qu'en fait ils savent pas vraiment le faire. Il faut que ça je suis pas d'accord. Rocketman et Betterman. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elton John et Robbie Williams prouvent l'inverse. Ouais, vraiment. Bah, je suis pas d'accord. Donc bon, comme ça, voilà. Et Squeezie. Non, je sais pas. Non, mais je suis désolée. Il y a le moment sur son téléphone, il y a marqué Squeezie. Et Eminem. Il y a c'est le seul. Il y a un moment sur son téléphone, c'est marqué Squeezie, j'ai trop aimé. Oui, ça m'a fait rire. Non, je suis désolée. Il a essayé de faire un retour sur son œuvre, ça ne fonctionne pas. Il fait un retour sur un truc. Pourtant, je suis une grande fan d'Orelsan, hein, soyons très clairs. Moi, j'aime beaucoup Orelsan, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Son dernier album, L'odeur de l'essence, très bien. Moi, je trouve que c'est largement son pire album. Mais il y a un très bon track, par contre. Mais donc tout ça pour dire que non, Orelsan, d'ailleurs, par pitié, faites revenir Kian Kojandi pour qu'il apprenne à rejouer à nouveau parce que clairement il n'y arrive pas. Hugo qui dit elle aime pas le film, c'est bon, tout est normal, j'ai eu peur. T'inquiète Hugo, je reviens toujours sur mes bases. Mais non, mais enfin je suis désolée, Orelsan joue très mal. Le personnage féminin est terriblement développé, ça ne tourne qu'autour de lui, je n'en peux plus. Et mon Dieu, Lia. Mais là, on en parlera après. Garde pour Thomas Bangalter dans la BO, je l'ai pas trop entendu. Il est sur une musique. Mais alors, moi, je vais terminer en ayant l'avis le plus positif parce que voilà. Mais en fait, moi, je suis très fan. J'ai été très fan d'Orelsan et je le suis moins depuis son dernier album que j'ai pas aimé. Mais en fait, je retrouve à 100% son univers, quoi. J'ai l'impression de voir Ils sont cool qui dure 1h40. Alors, c'est sûr que si on n'aime pas ça, c'est très chiant, mais je retrouve son univers parce que je retrouve cette obsession pour les animés japonais dans son écriture. Alors, je dis pas que c'est très bien, je dis pas que ça marche parfaitement. C'est un peu cringe. Je dis juste que il a envie, et je vois la vraie patte artistique d'Orelsan que je vois dans ses albums, que je vois dans ses clips. Et du coup, moi, ça me plaît de voir ce gars-là faire sa thérapie sur grand écran, parce qu'effectivement, c'est moi, je suis d'accord, mais c'est moi, parce que il fait complètement sa thérapie. C'est pour ça que les yokai, c'est ses angoisses, c'est ses névroses. Il essaie d'extérioriser des choses. Je pense qu'un artiste, dans tout ce qu'il fait, il essaie d'extérioriser des choses. Et là, je le vois d'une manière très très directe. Alors, c'est sûr que c'est vraiment pas fin du tout. Parce que Fred, ça n'a aucune finesse. C'est pas très... Un psy ne te dira, fais pas ça. Oui, mais je trouve que c'est fun. Et Orelsan, pour moi, il y a sa période où il fait suicide social. Enfin, il y a ses sons où il fait suicide social. Puis il y a ses sons où il fait plus rien ne m'étonne. Donc il y a ces trucs où on rigole. Et puis il y a ces trucs où c'est très sérieux. À la fin, il refait suicide social. En plus, moi, ça m'a plu, j'étais content. Et puis le double maléfique. Toi, tu parlais, tu disais ouais, c'est n'importe quoi, machin. Oui, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. Parce que c'est complètement un méchant d'animé. Et moi, je trouve que c'est drôle. C'est très très drôle. Je trouve qu'il arrive justement à rendre tout ça très drôle. Moi, j'ai bien kiffé. Voilà. T'es un peu ça sur ce coup-là. Ouais. Non, Lucas, il a bien aimé. Moi, j'ai pas détesté. J'ai pas aimé, mais j'ai pas détesté. Moi, je voulais juste qu'il refasse Saint-Valentin. Moi, j'aurais préféré voir un film sur Gringe. Alors, mais juste pardon, hein, après Gringe est meilleur acteur qu'Orelsan. Non mais en 2 secondes, hein, en 2 secondes il est meilleur. Et alors, t'imagines, t'appelles ton pote, tu lui dis viens, tu vas te mettre sur un bus, sur un arrêt. Déjà, c'est juste une référence à 2 connards. Non mais je sais. Mais alors moi j'ai 2 théories pour ça, parce que je suis absolument sûr et certain que Gringe aurait eu un plus grand rôle s'il avait pu. Soit c'est parce qu'il est occupé, parce qu'il faut pas oublier qu'il a une carrière d'acteur. Soit c'est une raison simple. Orelsan et Gringe, ils font plus tant de choses ensemble. Non mais bien sûr. Donc c'est pour aussi montrer que leurs chemins sont complètement séparés. Non mais c'est juste le setting, c'est juste... Oui, ça sort un peu de mais l'histoire. Mais c'est mignon, mais effectivement ça va pas très loin. Pas aussi mignon que la fin de Smashing Machine. Vous avez raté nos débats.
pas de souci, on va résumer tout ça dans les tops de la semaine. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur, puis viendra le top 3 de l'équipe de TCS. Hugo, ton top 1 ? L'étranger un peu par défaut. Lucas, ton top 1 ? Smashing Machine. Naomi, ton top 1 ? Smashing Machine. Maxime, ton top 1 ? Moi, c'est pas par défaut, c'est l'étranger. Eh ben moi c'est Smashing Machine. Est-ce que vous avez vu d'autres films cette semaine ? Du coup à Cannes on a vu la femme la plus riche du monde et on n'en dira pas grand chose. On l'a vu en IMAX mais voilà, c'était pas terrible. Pas terrible. Même Laurent Lafitte a réussi à m'énerver alors qu'au début il est rigolo. Ouais. Et puis vu que le film dure 2 heures, il devient assez insupportable très vite. Et alors est-ce que vous avez vu d'autres films cette semaine vous ? Non. Petite semaine. Ouais. Alors, Maxime. On va voir notre top 3 en numéro 3. On retrouve Yoroi forcément. En numéro 2, on retrouve l'étranger. Et enfin, en numéro 1, Smashing Machine. Elle est contente. Ouais. Bon, on va passer maintenant à la carte blanche, le match terrifiant, qui ferait passer Roman Reigns, Cody Rhodes pour un combat de cour de récré. L'équipe de TCS contre l'IA. C'est à côté. Fuck you, shithead, fuckface, fuckhead. You look lonely. I can fix that. Depuis un moment maintenant, le sujet de l'intelligence artificielle est évoqué sans arrêt. On en parle quasi chaque semaine ici, et pour cause son utilisation dans le domaine du cinéma est de plus en plus fréquente. On pourra citer le film Arco, récemment sorti, lors de notre super interview qu'il faut aller voir, de Félix Givry, le producteur, et Arnaud Toulon, le compositeur du film. On nous avait appris qu'ils avaient utilisé des voix générées par intelligence artificielle pour les voix de robots dans le film. The Brutalist, en début d'année, utilisait l'intelligence artificielle pour améliorer l'accent de ses acteurs. Secret Invasion et Dans la peau de Blanche Welbeck s'en était servi pour faire des génériques de début. Et encore dernièrement, le réalisateur Radu Jude a fait écrire des parties de son film Dracula par ChatGPT pour prouver l'absurdité de ce qu'écrit ChatGPT, ce qu'a aussi fait la série South Park, qui a écrit toute la fin d'un épisode en utilisant ChatGPT, afin de montrer que ça n'avait aucun sens. Et cette semaine, c'est dû à son utilisation dans Yoroi qu'on va se demander si l'utilisation de l'intelligence artificielle est justifiée pour certaines œuvres. Hugo, quel est ton avis ? C'est compliqué, c'est un sujet compliqué. Moi, d'une manière générale, je suis pas. En fait, ça dépend de l'outil. Il y a l'IA d'assistance et il y a l'IA générative. Pour moi, la générative est absolument à bannir. C'est tout ce qui va générer des plans, tout ce qui va générer des images, tout ce qui va générer des décors, enfin des décors, des images pour des décors, par exemple. Voilà, tout ce qui va générer des voix. Pour moi, ça, c'est à bannir. Ça n'a aucun intérêt. Ça tue des emplois. Tout ce qui est plus assistance, qui va aider, par exemple, à monter des notes, à faire des accents. En fait, moi, j'aurais tendance à dire, s'il n'y a aucune autre solution, alors ok. Mais il faut d'abord qu'on explore toutes les options avant d'avoir recours à un truc qui va mettre en péril le boulot de quelqu'un. S'il y a la possibilité de prendre quelqu'un qui va le faire, ok, pour plus cher, d'accord. Mais qui va manger avec ça, ce qui est pas mal, moi j'adore manger. C'est vrai que c'est bien de manger. Moi, je pense qu'il faut plutôt privilégier la méthode humaine. Mais l'IA, je suis d'accord que sur certaines productions qui n'ont pas forcément de moyens, ça peut être tentant, mais il y a des limites qu'il y a à ne pas franchir. L'IA générative, jamais. L'IA d'assistance, en dernier recours. Lucas ? Totalement d'accord. L'assistant est pas mal, c'est une belle épaule, on n'a rien. Mais oui, moi, génératif, c'est affolant qu'aujourd'hui même, il y a beaucoup de professionnels du cinéma qui en utilisent. Après, est-ce qu'ils font une limite ou est-ce qu'ils font vraiment le bannir directement ? Moi, j'ai appris qu'ils vont vraiment en l'utiliser réellement, l'IA, dans les autres projets. Mais il y a beaucoup de studios qui disent qu'il faut s'habituer au fait que ça va être utilisé. Après, il y a les bonnes utilisations. On avait parlé de Furiosa l'année dernière qui l'avait utilisé pour aider le mix des visages. Le mix des visages, oui, c'est vrai, entre Anya Taylor-Joy et la jeune actrice, ils avaient utilisé l'intelligence artificielle pour mélanger les deux visages. Ah oui. Et c'était une très bonne utilisation. Ils ont fait mon Sylvie Vartan, moi. Non, c'est vrai que c'était particulièrement dégueu dans la peau de Sylvie Vartan. C'est vrai. Mais en soi, oui, moi je suis totalement d'accord avec Hugo, vraiment. Naomi ? Alors moi j'ai tendance à être extrêmement sévère avec l'utilisation... De manière générale.
Mais je ne te permets pas, enfin. Non, je suis très gentille dans la vraie vie, je suis pas avec les films. Dans la vraie vie, c'est pas avec les films. En vrai. C'est pas le débat. C'est pas le débat, exactement. Okay. On fera une carte blanche là-dessus alors. Non, en fait, oui, j'ai tendance à vraiment être très très sévère avec l'utilisation de l'IA parce que ça me fait peur en toute honnêteté, hein, comme à mon avis tout le monde dans le monde artistique. C'est marrant parce qu'on en avait juste un tout petit peu parlé et c'est vrai que vous m'avez rappelé que ça avait été utilisé pour les voix de robots. Et en fait, je pense que le seul cadre dans lequel l'utilisation de l'IA est OK, c'est dans le cadre d'un métadiscours, c'est-à-dire qu'on utilise l'IA pour parler de l'IA en elle-même. C'est ce que je disais sur South Park et le Dracula de Radu Jude. Exactement. Ou alors, dans le cas de l'utilisation de l'IA pour faire une voix de robot, oui, ça fait sens parce que c'est un robot. Mais c'est vraiment que dans le cadre du métadiscours que je trouve ça à peu près acceptable parce qu'on a fait du cinéma pendant des années. Alors, je vais peut-être paraître très... conservatrice ou réactionnaire ou je sais pas quoi, mais on a fait du cinéma pendant des... pas. Non mais je sais pas parce que tu peux avoir l'impression que c'est anti-progressiste, mais on a fait du cinéma pendant des années, on a toujours eu des gens qui étaient totalement capables d'avoir des idées de fou pour faire plein de trucs, enfin on n'a pas attendu d'avoir plein d'outils pour faire des choses et dans ce cadre-là où vraiment il y a des métiers en danger, mais autant de métiers en danger, non quoi, non. Maxime ? Non, mais moi je rejoins Naomi et j'ai même tendance à être d'accord avec ce qu'elle avait tendance à être plus nuancée, c'est-à-dire que moi je suis farouchement opposé à toute utilisation de l'IA telle qu'elle soit dans n'importe quel domaine. Moi, dans le jeu vidéo, donc Maxime joue à des jeux sans intelligence artificielle. Voilà. Non mais moi je pars du principe au fait que on est dans le cinéma. Le cinéma c'est de la culture, le domaine de la culture et de l'art. C'est un domaine qui appartient à l'humanité et qui est fait par les hommes pour les hommes. Quand je dis homme, je dis humanité évidemment. Hein. Et donc un domaine qui doit être fait par et pour l'humanité ne peut pas en aucun cas voir l'ingérence de l'IA et justement de la technologie. On a très bien pu faire sans pendant des années, aussi bien avec des effets pratiques qu'avec des effets visuels après avec l'arrivée du numérique, et ça n'a jamais posé de problème à personne. Et là depuis 2 ans on a une IA qui de plus en plus devient dangereusement progressive, dans le sens où elle arrive vraiment à de plus en plus avoir un comportement qui se rapproche de plus en plus de ce que peut faire un humain, et c'est extrêmement dangereux. Quand on le voit aujourd'hui, on compare la vidéo la plus fameuse et la première entre guillemets, c'est la vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis. Tu compares entre celle qui avait été faite au tout début en 2023 et celle d'aujourd'hui maintenant, c'est affolant de voir. Ça va trop vite. De toute façon, on voit beaucoup. Moi, je sais que j'ai passé 2 semaines chez mes parents et ils m'ont montré des vidéos faites par IA où ils pensaient que c'était vrai. C'est terrible. Il y a des vidéos de Thibaut Inchey qui tournent en ce moment. Il dit des trucs hyper racistes. Où il dit le B-word, voilà notamment. C'est inquiétant aussi parce que du coup, ça veut dire qu'on peut donner des discours à qui on veut. Genre, mais ça, on le sait depuis des années. Je peux faire dire à Maxime qu'il aime Taxi. Ou quoi? C'était de l'intelligence artificielle. Je vais me faire cancel, merde. Non, mais voilà, c'est pour ça que moi, je suis farouchement opposé à toute utilisation d'IA telle qu'elle soit, parce que à partir du moment où on commence à laisser dans le domaine artistique. Dans le domaine artistique. Attention, oui, je précise. Mais de l'actualité aussi, parce que. Oui, aussi, totalement. Mais voilà, au fait, on est faut pas oublier qu'à la base, quand on commence à laisser un tout petit peu de place à quelque chose, si c'est quelque chose qui potentiellement peut devenir dangereux, ça peut très vite, on peut très vite en perdre le contrôle. Dans la société capitaliste. Voilà, tout de suite. Au fait, tu viens vraiment de rejoindre ce que dit Hugo dans le chat. Au fait, c'est ça. Non, mais il a raison. Oui. Et là, je reprends ce qu'on disait pour Orelsan, mais on vit dans une société, voilà. Dans un roquefort société. Dans un roquefort société. Voilà. Mais vraiment, voilà, à partir du moment où on aura toujours une logique à vouloir privilégier l'argent à l'art. Certes, il y a art dans argent, mais il y a surtout art au fait. Et il y a surtout Jean. Et Jean aussi, voilà. Comment il va d'ailleurs faisons en sorte à ce que l'argent ne passe pas avant l'art et les gens. Ce serait bien. Voilà. Putain, c'est beau. C'est beau. Putain. Je vais chialer. Et le truc que j'ajouterais, c'est que en fait, faut faire vraiment attention avec l'IA et l'art, parce que l'IA et l'émergence de l'IA et tout ça, ça répond à un besoin de l'humanité qui est le besoin de l'efficience et du dépassement. Et ça a toujours été présent. Hein, on l'a toujours fait avec toutes les inventions. Mais de toute façon, l'IA, c'est pas quelque chose de nouveau en soi. C'est la façon dont on l'utilise. Non, bien sûr, mais en fait, comme ça répond à une logique de dépassement qui est la raison pour laquelle. C'est pour te rejoindre que je dis ça. Ah oui, pardon. Mais qui est la raison pour laquelle on fait des choses, nous, en tant qu'humains. Faut juste pas oublier que l'art ne répond pas à une logique de dépassement, à une logique d'efficience. Ça n'a jamais été le cas. L'art, ça répond à complètement autre chose. L'art ne sert à rien en soi, en fait. Alors non, ça, c'est pas vrai. Pardon. Un peu quand même. Non, c'est pas vrai.
S'il n'y avait pas l'art, tu ferais pas cette émission. Du calme, Mathieu Kassovitz. Non, mais. Bah non. Non, mais c'est juste, faut pas me lancer parce que c'est un sujet philosophique. Tu veux pas que je Oui, et puis on n'a pas forcément le temps. Donc. Voilà, exactement. Non, moi j'ai pas envie. Parce que l'art, c'est vendre du popcorn, des coca. Merci Maxime pour cette transition. Et ben, c'est d'ailleurs maintenant l'heure de prouver qui est le meilleur. Merci pour ce débat. On passe au quiz de Maxime. The game is on. This is my brutality! 4 letters, 1 word. Now you want some? Come get some! Are you ready? War games! Let the Rock tell you in Chinese. Welcome to Monday Night Mommy! Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce superbe quiz que j'ai la chance d'avoir préparé et que j'anime surtout ce soir. Nous avons deux magnifiques équipes, à savoir Lucas B et Naomi avec Lucas B en capitaine d'équipe, et nous avons Hugo P et Lucas V avec Lucas V en capitaine d'équipe. Ce qui veut dire un duel de Lucas. Ce qui veut dire que ce soir c'est le. Mais on se déchirera pas parce qu'on s'aime trop. C'est comme l'album de BD pour ceux qui connaissent, c'est la guerre des Lulus. Voilà, merci, c'est super. Et on commence avec la première question. C'est dans le titre. Je vais vous donc demander de trouver le titre du quiz, qui est un jeu de mots entre le mot quiz et l'un des titres des films que vous avez chroniqué. Moi je connais mon Maxime et oui. je sais qu'il a fait un jeu de mots de merde. C'est genre je veux dire quiz étranger. Smash quiz étranger. Quiz étranger. Et pour vous? Smash Quiz Machine. Mais en fait on te connaît tellement, on sait que tu as fait un truc alors. Yo Quiz. Non, vraiment je préfère le premier. Smash Quiz Machine. Et ça va être Smashing Quiz ou un truc comme ça. Non, Smash Quiz, si c'est pas ça. Personne n'a le point. Vous étiez pas très loin puisque c'était The Quizzing Machine. Oh putain. Voilà. Alors si je puis me permettre, je préfère son idée. Je préfère Smash Quiz Machine, c'est encore plus drôle. Mais si je peux me permettre, c'est mon quiz. Oui, mais voilà, je donne mon avis. Ouais, mais moi aussi. Merci. C'est le quiz de TCS. C'est tout à fait. Voilà. Musique de la semaine. Dans quel film en lien avec un des films de ce soir trouve-t-on cette musique? Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, et oui, c'est parti très vite. Dans lequel on retrouve Swan Arlo. Bien sûr. Elisabeth Morne. Ça fait 1-0 pour l'équipe de Lucas V. En or ou en bois, je vous pose des affirmations, vous me dire si elles sont vraies en or ou fausses en bois. Keanu Reeves va jouer dans un film de SF où il incarnera un contrebandier perdu en pleine mer qui devra se battre contre des pirates et des requins. Alors là, moi je l'ai pas vu. Nous, on a la bonne réponse. Okay. Ouais. On va laisser répondre en premier. D'accord. En or, je pense. Parce que je t'ai vu faire oui de la tête, mais. En or. Et c'est en or, évidemment. Ouais. Je l'ai pas vu passer, ça. Alors, c'est le film, il devra s'appeler Shiver et il sera réalisé par Tim Miller, à qui on doit le premier Deadpool. Et apparemment, le scénario, c'est un mélange entre Edge of Tomorrow et Sharknado. Ça fait pas envie. Oh là là. Qu'est-ce que tu nous fais? Oh là là. Donc ça fait 2-1. Affirmation suivante. Sur le tournage de The Smashing Machine, Dwayne Johnson et Emily Blunt buvaient de la tequila pour les décontracter lors des scènes de dispute. Attends, The Rock, il a pas une marque de tequila? Avec la marque de The Rock, du coup. Ah bah. Avec la marque de The Rock. Bah oui, moi peut-être. Bah ouais, oui, en or. En or, c'est en or, effectivement. Ils buvaient bien la tequila. Ouais, c'est un rituel qu'ils ont instauré pour leur donner du recul sur ce qu'ils étaient en train de tourner, tout à fait. Après, tu recules, mais beaucoup par contre. Un peu trop de recul. Donc ça fait 3-2. Et enfin, dernière affirmation, Orelsan a pu compter sur le soutien de John Williams pour les musiques de Yo Roy, puisqu'elles ont été enregistrées via le London Symphony Orchestra. Oh putain. Ah ouais, mais je vois pas Maxime inventer ça. Ouais, c'est bizarre aussi. Je suis d'accord. En or. On n'est pas dans la même équipe, mais je suis d'accord avec eux. Ouais, non, pour le coup, je vois mal. En or aussi. Ouais. Et c'est en bois. Alors comment t'as trouvé ça? Il a changé un mot. Ça a bien été enregistré au London Symphony Orchestra, mais c'est juste que John Williams, au fait, il a fait de musique là-bas, mais c'est tout. Enfin, il a jamais été sur le Donc en fait, ta question n'a rien à voir parce que le but de ta question, c'était le fait que c'était enregistré à London, machin. Il approuve, Simon. De quoi? Sur le fait que oui, ils ont faux. Vince McMahon approuve. Ils ont faux, donc personne n'a le point en fait. Ça fait 3-2, voilà. Vous avez faux. Bah oui, mais c'est le but de la question. Bref. Ah ouais, mais c'est pas le but de l'animateur de dire si c'est vrai ou pas. Pas de soucis, moi j'encaisse. Allez, là qui a prenoncé cette citation suivante? Avec ce film,
Je souhaite offrir une nouvelle perspective tout en restant fidèle à l'essence intemporelle du personnage. C'est un honneur de m'inscrire dans la lignée des cinéastes qui ont porté cet anti-héros mythique à l'écran et de le faire découvrir à une nouvelle génération de téléspectateurs. Guillaume Canet ? Non, mais t'es sur la bonne piste. Gilles Lelouch ? Non, mais c'est sur la bonne piste, Guillaume Canet. Romain Duris ? Non, mais c'est sur la bonne piste. C'est qui le Non, comment il s'appelle Le Ral de Yann oui. Gozlan ? Non. Miarninet ? Non. Mais je leur Est-ce que je peux dire pourquoi c'est ? Oui. C'est pour Fantomas. Exactement. Alors je t'accorde le point. C'est Frédéric Tellier. Oui, Frédéric Tellier, c'est ça. À propos du prochain film Fantomas. C'est le réalisateur de Sauver ou Périr. Voilà, qui est prévu notamment le film avec Guillaume Canet et Romain Duris au casting. Tout à fait. Ça fait 3. Très donné que tu l'aies pas eu. Ça fait 3 partout. Et on passe au quiz de ce soir. Et je sens qu'il y en a un là. Là, le singe qu'il est là, lui il va être content parce qu'on va parler des fantômes au cinéma. Tu vois, j'en étais sûr. Je savais que tu ferais pas sur le catch. On va faire les fantômes au cinéma. Mais non, oui. je connais pas assez le catch. Alors, qui c'est celui-là ? Dans quel film peut-on voir ce personnage si je vous dis Malcolm Crowe ? La maison hantée, le manoir hanté ? Non. Malcolm Crowe. Ghost ? Non, The Crow ? Non, c'est un film qui est sorti en 1999. Casper ? Non. Matrix. Je connais qu'un film en 99. C'est un film. Ça va être très facile. Bruce Willis. Le sixième sens. Le sixième sens. Voilà, bien vu. J'avais encore Ghost. Ça fait 4-3, tout à fait. C'est le personnage joué par Bruce Willis. Numéro 6, un extrait, un film. Dans quel film peut-on entendre cet extrait ? SOS Fantôme ? Casper ? Non. Je dégaine tout d'un coup. Écoutez bien. C'est en VO. Hi. I've got an appointment with Mr. Allman. My name's Jack Torrance. Shining. Shining, voilà. Mr. Halloran. J'avais eu à Jack Torrance, mais. Ça fait 4 partout. La question Letterboxd. Quel film a reçu cette critique négative sur Letterboxd ? Tout simplement cynique et mélodramatique. 1 heure d'intrigue et de personnages manquant cruellement d'inspiration, copié-collé depuis un modèle pour arriver à l'orgasme émotionnel pour lequel tout a été écrit. N'est-ce pas triste quand grand-mère meurt ? Coco ? Oui, Coco. Oh, wow, mais imprenable le mec. 5 intankable. à 4. On n'est pas tant en avance. Lucas B qui reprend la tête. Oui, mais c'est toujours ça qui a répondu. Le jeu des synonymes. Quel titre de film se cache derrière tous ces synonymes si je vous dis nectar fruité de groupe de rock anglophone ? Ah oui, le rock, fantôme, merde. Oui. Non, nectar fruité de groupe de rock anglophone. C'est un titre anglais. Beetlejuice. Beetlejuice. Oui, bien vu. Oh, wow. Tout à fait, Beetlejuice de Tim Burton. Mon film préféré. It's showtime. Question numéro 9. Musique de quiz spécial. Dans quel film peut-on entendre cette musique ? Ghost ? Non. Non. Putain. C'est Chiro. Oui, le voyage de Chiro, bien vu. Ça fait 7 à 4 pour l'équipe de Lucas B qui Ghost. Non, vous allez y arriver les copains, allez. Les copains. Croyez en vous. Question numéro 10, casting de film. Alors je vais vous dire un casting, à vous de me dire de quel film il s'agit. Vous aurez des points suivant la rapidité. Pour 4 points, si je vous dis René Ascherson ou alors Elaine Cassidy. SOS Fantôme. Non. Ghost. Non. Pour 3 points, si je vous dis Christopher Eccleston ou alors Eric Sykes. Christopher Eccleston. Ah putain, mais je connais pas. Pour 2 points, si je vous dis James Bentley ou Fionnuala Flanagan. 28 jours plus tard. Non. Non, ok, d'accord. Pour 1 point, si je vous dis Alakina Mann ou alors Nicole Kidman. Les autres. Les autres, ah oui. Bien vu. Il y a Christopher Eccleston dans les autres ? Bah, je savais pas. Ok. Tout à fait. Ah, je l'ai pas vu. Il est là. Ah, il est super. On passe à la question numéro 11. C'est une nouvelle petite question que j'inaugure ce soir. J'ai appelé ça les résumés express. J'ai interrogé des spectateurs à la sortie des salles en leur demandant de me décrire en une phrase le film qu'ils venaient de voir. Ah, mais c'est une connerie parce que du coup, c'est un film qui est en salle actuellement. Quels sont ces films ? Non. Ah, c'est pas des films en salle actuellement, je précise. Alors, première phrase, la meuf est capable de transformer une télé cathodique en réalité virtuelle. Non. The Grudge. The Grudge, bien vu. Mais oui. Ouais. Confondre The Ring et The Grudge. Bien toujours, vu. tous les jours. Deuxième phrase, c'est décidé, j'installerai pas de caméra de surveillance de ma maison. Paranormal Activity. J'ai entendu Hugo. J'ai entendu Hugo en premier, bien vu. Ça fait 5 à 9. Et ça enfin, aurait pu être pas très normal. Et enfin la dernière, les fantômes, c'est pour Halloween normalement, pas pour Noël. L'étrange Noël de Monsieur Jack. De Monsieur Jack. De Monsieur Jack, non.
De Henri Selick. Non. L'étranger de Scrooge. L'étranger de Scrooge, Hugo l'a eu. Tout à Noël fait. chez les Muppets. Non. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Ils refont un conte de Noël. Ghost. Non, donc ça fait 6 à 9. Terrifier 3 quand même. Lucas Bernardini, vous êtes en tête. Vous allez donc pouvoir choisir le thème de ce duel time. Je rappelle, seuls les chefs d'équipe peuvent répondre. Vous gagnez 3 points si vous donnez la bonne réponse. Vous perdez 3 points si vous y a aucun négo, trouvez c'est pas lui la qui bonne gagne, réponse. Les thèmes de ce soir, Lucas, tu as le choix entre monnaie ectoplasmique ou alors gentillesse fantomatique. Waouh, c'est vraiment des super thèmes pour une fois, genre vraiment c'est stylé. Alors redis. Monnaie ectoplasmique ou alors gentillesse fantomatique. J'espère que tu connais en tableau. Monnaie, ça va être un truc sur le box-office. Je vais dire gentillesse ectoplasmique. Quelle affirmation sur le film Casper réalisé par Brad Silberling en 1995 est fausse? Laquelle est fausse? Est-ce que c'est la première fois que Casper apparaît en image de synthèse? Est-ce que c'est un des personnages de la saga SOS Fantôme apparaît dans le film? Est-ce que le film parodie la scène des hélicoptères dans Apocalypse Now? Ou alors est-ce que Christina Ricci a été choisie après que le réalisateur l'a vu jouer Mercredi Addams dans le film La Famille Addams sorti en 91? Quelle affirmation est fausse? Est-ce que t'as dit la date de la sortie de Casper? 95, j'ai dit. Ok, donc c'est très probable pour La Famille Addams. Je dirais... Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux? Donc soit c'est la première apparition de Casper en image de synthèse. C'est la première apparition. C'est pas la première apparition de Casper en image de synthèse. Pour toi c'est faux, très bien, c'est noté. Pour moi c'est faux. Lucas, je me retourne vers toi, Lucas Vanacker. Oui. Donc tu as monnaie ectoplasmique. Oui. Et Lucas avait visé juste quel film de la franchise SOS Fantôme a réalisé le moins d'entrées au box-office. Je le sais. En France, je le sais, je l'aurais eu. En France, terrible. Quel film de la saga SOS Fantôme a fait le moins d'entrées au box-office en France? Est-ce que c'est SOS Fantôme 1? Est-ce que c'est SOS Fantôme 2? Est-ce que c'est SOS Fantôme l'héritage? Ou alors est-ce que c'est SOS Fantôme la menace de glace? Ah, y'a pas le reboot de 2016? Non. Non, parce qu'il... Ah, je vais rien dire. Lequel c'est? Genre les deux derniers, mais vu que Lucas a tellement vu le dernier. Le moins d'entrées je l'ai renta moi tout seul. Au box-office en France. L'héritage pour toi, très bien, c'est noté. Je me tourne vers toi, Lucas. Tu m'as dit que... Vers moi et embrasse-moi. Ouais, alors, il y a bien un personnage de SOS Fantôme qui apparaît dans le film, puisque c'est Dr. Strange, qui est aussi du coup... Stans, pardon, qui est aussi du coup joué par Dan Aykroyd. Dan Aykroyd, tout à fait. Le film parodie bien la scène des hélicoptères avec l'arrivée des oncles. Ouais. Et c'est bien la première fois que Casper apparaît en image de synthèse. Merde. Et oui, effectivement, Christina Ricci n'a pas du tout été choisie après La Famille Addams au camion. Voilà. Donc vous perdez 3 points et vous êtes à 6. Attention, tout se joue maintenant, Lucas Vanacker. Allez Lulu. Alors, celui qui a fait le plus d'entrées, sans aucun doute, c'est le premier. Il a fait quasiment 3 millions d'entrées. Ouais. Le deuxième a fait 2 175 000. Le troisième, il a fait 615 000 entrées. Et le quatrième, il a fait 888 000 entrées. Vous avez gagné 3 points supplémentaires. Vous êtes à 9. Et c'est donc une belle remontada de Lucas Vanacker et Hugo Paccard. Sachant que j'avais prédit sur vous. Donc en plus, j'ai perdu mon pari. Non, mais c'est bon, arrête de nous humilier. C'est bon. Je peux me permettre, je dab. Voilà. Bon. Merci Maxime pour ce quiz. Le quiz le plus quiz de tous les... Non, ça peut pas marcher à chaque fois. C'est le kikis de tous les quiz. Oui. Bon, allez, les recos de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors, toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table, Naomi. Alors moi, ma recommandation est en lien avec la carte blanche de cette semaine. Je vous invite à aller visionner la vidéo L'horreur existentielle de l'usine à trombone, du youtubeur Ego, qui revient sur un jeu fondé sur l'expérience de pensée du philosophe Nick Bostrom et ses travaux sur la super-intelligence artificielle. C'est disponible sur la chaîne YouTube d'Ego, EGO. Il faut voir, hein. Ego, c'est excellemment bien comme chaîne YouTube. Lucas? Moi, Marocco, c'est le premier épisode de la série Miami Vice où vraiment c'est une atmosphère des années 1990 et où on ressent l'authenticité, pas de trucage, mais vraiment on filme la réalité, on filme des vrais décors, on filme de la vraie action, des vraies chimies entre les personnages. Non, moi ça m'a replongé dans des années où j'avais envie de vivre, mais hélas je suis né en 2002, mais voilà, ça m'a bluffé et voilà. Maxime?
Moi, ma recommandation, c'est tout simplement la dernière vidéo du format Rhinocéros, disponible sur la chaîne Blast, donc présentée par Usul et Lumi, et qui parle notamment de cette France éternelle que les médias nous vendent actuellement. Et il y a notamment un très fort discours qui est très poignant et qui surtout est très actuel et qui mérite d'être entendu sur la nécessité complètement nécessaire, sans faire de répétition, sur le démantèlement du groupe Bolloré qui vraiment menace très clairement la liberté de presse et la liberté d'expression. Hugo. Moi j'ai lu le dernier Astérix en Lusitanie, donc qui correspond à peu près au Portugal. J'avais pas encore lu les Astérix de Fab Caro, c'est très drôle, assez piquant, c'est piquant, comme j'aime. Il y a une très bonne parodie des étudiants d'école de commerce où en gros au lieu de glisser des mots anglais dans leur lexique, ils glissent des mots latins. Du coup c'est très drôle. Et voilà, non, c'est toujours j'aime beaucoup, j'adore Astérix, et là j'aime bien retrouver ça, un petit côté piquant dans Astérix où ça tape là où il faut. En plus c'est un peu anticapitaliste, donc lisez ce nouveau Astérix, c'est du très bon cru pour Astérix, et aller au parc Astérix c'est sympa aussi de temps en temps. Et moi je vais vous recommander la série Ça, Bienvenue à Derry, forcément adaptation d'un de mes livres préférés, spin-off d'un de mes films d'horreur préférés. J'étais forcément au rendez-vous de cette série et je trouve que les 2 premiers épisodes sont particulièrement extraordinaire. Je trouve qu'on retrouve parfaitement non seulement l'ambiance des films mais aussi l'ambiance des livres, et je vous encourage très très fort à y aller, surtout que ça a pris la décision d'adapter l'univers partagé de Stephen King, donc il n'y a pas que des personnages des livres. Ça. Merci du conseil. Et voilà, c'est terminé, on peut enfin souffler. C'était la spéciale catch de TCS, on s'est amusé, j'ai adoré comparer Maxime à Logan Paul, Hugo à Seth Rollins, Lucas à Roman Reigns et Naomi à Naomi. Merci à la régie, Yanis qui est un peu notre Triple H à nous, et Simon, et oui... Je l'ai déjà dit, mais tu n'allais pas t'en sortir sans que je te compare à Vince McMahon. Mais tu le savais, au fond de toi, tu le savais. Merci à la WWE, merci à The Rock, merci à Cody Rhodes, Rhea Ripley, Seth Rollins, Dominic Mysterio, Stephanie Vaquer, Roxanne Perez, Alexa Bliss, Macho Man Randy Savage, Rey Mysterio, Becky Lynch, Jey Uso, Drew McIntyre, Zekken, Chelsea Green et El Grande Americano, Io Sky et Kevin Owens, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Merci aussi à Patrick Timsit, Patrick Balkany, Patrick Bruel, Patrick du Flambeau, Patrick Hernandez, Patrick l'Étoile de Mer, Patrick le père du pote à Hugo, Papacar, Bourges ou Peter, encore un autre Hugo, et tous les Patrick de France et de Navarre. La semaine prochaine, ce sera la première du séduisant Costa. Il viendra nous parler du merveilleux Predator Badlands de Dan Trachtenberg, je ne suis pas du tout vendu, Frankenstein de Guillermo del Toro, L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier et Kika de Alex Poukine, qu'on recevra en interview. Alors pour terminer cette spéciale catch, vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas du tout parlé d'un catcheur en particulier, alors que c'est probablement le plus connu de tous, mais c'est parce qu'en fait, on peut pas le voir. Alors on va finir en rendant un hommage au 17e fois champion du monde, le plus grand de tous les temps, le quarterback, l'homme le plus inspirant du monde, celui qui a le record de souhaits exaucés pour l'association Make-A-Wish, John Cena. Alors on en profite une dernière fois parce que his last time is now. God or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic, I win this. So you hear those horns, you finished. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3-second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. It's
gonna be what it's gonna be. 5 pounds of courage, buddy base, 10 pants with a gold tee. This a war dance, a victory step. A raw stance is a gift, and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dough. Aiming guns in all your photos, that's a no-no. When this pop, your lip lock, your big talks are blatant no-so. See what happens when the ice age melt. It seems monetary status is not what matters, but it helps. I'm rocking Timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks, not clothing lines, ice links, leather and minks. I spent 20 plus years seeking knowledge of self. So for now, Mark Fred is living life for wealth. Your time